Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le samedi 13 novembre 2021. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité dont voici le sommaire. Les militaires et policiers au quartier Broga en commune et province Gitega sont accusés de brutaliser les habitants de cette localité. Les habitants de la ville de Kirundo dénoncent quant à eux les agissements des Imbonerakure regroupés dans une soi-disant société de gardiennage. Ces derniers malmènent la population lors des patrouilles. Au sommaire également, la carence de pluie inquiète les agriculteurs de la province Gitega. Ils craignent une famine imminente car les plantations sèchent progressivement. Les détails dans quelques secondes. Je vous le disais en titre, les habitants de la ville de Kirundo dénoncent les agissements des Imbonerakure regroupés dans une soi-disant société de gardiennage. Ces Imbonerakure les malmènent lors des patrouilles. Les Imbonerakure qui semblent avoir remplacé les corps de sécurité. Le détail avec Roger Cuisier. Ces Imbonerakure sont réunis au sein de l'association de services de gardiennage de Kirundo, YDS, ainsi qu'au sommet de l'association est mentionné un certain Joseph Wambajimana, alias Colonel. La population dénonce les menaces et intimidations lui infligées par ces Imbonerakure et des avancées surtout à partir de 21h, témoignent ce citoyen. Il s'agit d'une association des Imbonerakure formée militairement et sont en tenue avec des Motorola de communication. Ils se rassemblent à partir de 17h30 et patrouillent comme des militaires en pleine ville Kirundo. Malheur à celui qu'ils croisent car il est sérieusement battu. Selon toujours notre source, ces Imbonerakure se sont aussi imposés pour assurer la sécurité dans la ville et surtout pour les magasins commerciaux moyennant PMA. Les propriétaires intimidés ont envoyé les sentinelles qui gardaient les magasins. Ils affirment que ce sont eux qui assurent la sécurité des magasins ici dans la ville d'Okirundo. Les propriétaires de ces magasins ont renvoyé les sentinelles. Ils cotisent et contribuent au sein de cette association à raison de 5 à 10 000. Les membres de l'association YDS subissent avant tout une formation paramilitaire sur les collines Shinge et Rugero. À ce propos, la rédaction de la LPA n'a pas pu joindre Joseph Wambajimana, responsable de l'association YDS, encore moins Viatel Habimana, administrateur de la commune Kirundo. De Kirundo, rendons-nous à Gitega où les habitants de Broga s'insurgent contre le comportement des policiers et militaires qui assurent la sécurité des hautes autorités. Et les accusent de les brutaliser quand leurs véhicules passent dans des routes étroites de la localité, allant même jusqu'à causer des blessés. Le point avec Roger Diveremèche. Goga est une localité se trouvant en dehors de la ville de Gitega. C'est dans cette localité où se trouve l'usine de fabrication de la bière Bragita. Les habitants de Goga révèlent que les policiers et les militaires de la garde des institutions en cortège à bord des pick-up brutalisent la population au moment où ils passent dans ce secteur. Cet habitant dit qu'ils utilisent les canons de leurs fusils et des fois certains sont blessés. Cette route est tout simplement étroite. Les fusils de ces policiers à bord des pick-up qui accompagnent des hautes autorités sont orientés vers les extrémités de la route. Ils blessent les passants par les baïonnettes et des fois les poussent brutalement à l'aide des canons de fusil. Dans une période d'un mois, 3 personnes ont été victimes de cette brutalité de ces militaires et policiers. Le premier a été gravement poignardé par une baïonnette se trouvant sur le fusil. Il s'est fait soigner et a payé 15 000 francs après avoir subi une suture au dispensaire des sœurs de la localité. Le deuxième a été poussé par un policier en utilisant le canon de son fusil. Il est tombé par terre et est resté dans le coma pendant 2 jours. Le dernier est un élève de l'école fondamentale Bgoga qui se trouve juste tout près de la route. Il a été aussi égratigné par un policier à bord d'un véhicule double cabine qui a utilisé une baïonnette se trouvant sur son fusil.
Ces habitants demandent à ces policiers de tenir en considération l'étroitesse de ces routes et d'y passer lentement sans torturer les passants car eux aussi n'ont pas d'espace pour céder le passage aux véhicules. Merci à toi, Eloge du Vélémèche, à suspendre les représentants des employés de l'entreprise Afritextile n'est pas la solution au problème qui mine cette entreprise car les travailleurs ont le droit de revendication à travers leurs représentants. Réaction de la Nivizi, syndicaliste et ancienne membre des commissions facilitatrices entre employeurs et employés. C'est après que le directeur général de l'entreprise Afritextile ait suspendu certains représentants des travailleurs, les accusant d'être les promoteurs de mouvements de grève. Suivez Elaline Nivizi. Le comportement de l'administration de Afritextile est un comportement qui est contre norme. Normalement, quand les travailleurs ont des revendications, ils ont une procédure de le faire. Alors, l'employeur doit vérifier à travers les textes comment arranger la plainte des travailleurs. Normalement, si c'est une augmentation de salaire ou c'est une réclamation des avantages sociaux, il doit se référer au texte, au code du travail et au contrat des travailleurs. Et dans le cas où il voit qu'il respecte les normes, il doit alors discuter des avantages qu'il réclame, tels que les augmentations de salaire. Dans ce cas-là, l'employeur ne peut en aucun cas passer par la force. Et quant aux relations avec les représentants des travailleurs, c'est-à-dire les représentants syndicaux, ils sont protégés. Ils ont le statut des fonctionnaires qui les protège. Ils ont les normes internationales du travail qui les protègent. La Convention 87 et la Convention numéro 98 protègent les représentants des travailleurs contre toute forme de harcèlement parce qu'ils représentent les autres. Parce que quand ils sont en train de porter la parole des autres travailleurs, ce n'est pas pour leurs affaires personnelles, c'est au nom des travailleurs et ils ont la liberté d'association et la liberté de représenter les autres. Donc l'employeur doit remettre les travailleurs dans leurs droits, accepter le dialogue et répondre à leurs revendications. Il doit ensuite réhabiliter les représentants des travailleurs parce qu'un représentant syndical est protégé par la loi. Pour les travailleurs, je les encourage à continuer leurs revendications et à utiliser tous les moyens que la loi autorise parce que ce n'est pas se précipiter pour suspendre les revendications et revenir au travail qui constitue la solution. Si le retour au travail étant frustré, étant déçu par le traitement que leur inflige leur employeur, là, ils sont condamnés à mal travailler et avoir un mauvais rendement. Je les encourage à continuer leurs revendications parce qu'ils ont le droit de vivre décemment et d'être respectés au travail. Et la Nivizi demande à la COSIBU et au Comité national de dialogue social de prendre en main cette question pour que ces employés suspendus soient rétablis dans leurs droits. Encore une fois, Elaline Nivizi. Le conseil que je donnerai aux uns et aux autres, c'est à l'employeur de respecter la loi, de respecter les travailleurs et de protéger les représentants des travailleurs. Au ministère du Travail, via l'inspection générale du travail, ils ont obligation de protéger la loi et de protéger les travailleurs et les syndicalistes contre de mauvais employeurs. Et alors, ils doivent intervenir et aller aider les deux parties à gérer leur travail et s'il le faut même passer par la cour. Et ils ne doivent pas autoriser à qui que ce soit de violer le code du travail. Les représentants syndicaux au niveau de la Confédération, ils sont déjà saisis de la question qu'ils aident les syndicalistes à entrer en dialogue avec l'employeur et à clôturer la question pour l'intérêt des travailleurs et pour l'intérêt du travail. Et j'interpelle spécialement le Comité national du dialogue social où le gouvernement, les syndicalistes et les employeurs sont représentés, de se saisir de cette question de l'Afrique et de toutes les situations de plainte où les travailleurs sortent perdants. Qu'ils aident ces parties à résoudre leurs problèmes et à réhabiliter les syndicalistes et les travailleurs qui sont menacés. Ces employés de la Afritextile ont débuté la grève en date du 3 novembre. Jusqu'à présent, seule une partie de ces employés a repris les activités. Les informations en provenance de la Afritextile révèlent que ces employés ont eu peur de menaces de l'employeur, d'où ils ont repris les activités sans que leur doléance ne soit répondue. Une courte pause, nous poursuivons avec cette édition. La carence d'eau pluie inquiète les agriculteurs de la province de Gitega. Ils craignent la famine dans un proche avenir car les plantations sèchent progressivement. Le point avec Eric Nyonzima.
Environ 2 semaines qu'on observe la carence de pluie en province Gitega et dans les communes environnantes, celles des provinces Karusi, Ruyigi, Rutana, Mwaro, Kayanza et Muramvya. Les cultivateurs craignent une éventuelle sécheresse qui endommagerait leurs plantations. Le haricot, la patate douce et autres cultures sont déjà touchées par cette carence de pluie. Une situation qui, si il ne perdure, occasionnerait la famine. Ces cultivateurs expriment le plus d'inquiétude pour les communes Gieta, Bukirasazi et Makebuko. La période de semis a été retardée, mais n'a pas par exemple poussé convenablement car il a manqué de pluie. Les cultivateurs et habitants de la province de Gitega rejettent au pur si le climat ne change pas. Parlons éducation à présent. Taux inquiétant d'abandon scolaire chez les élèves des familles déplacées en zone Gatumba à cause des inondations. Vivant dans des conditions difficiles pour un bon encadrement, les enfants et filles surtout se retrouvent entraînés dans la débauche à la quête de moyens pour subvenir à certains besoins. Le point avec Francine Mahor. La pauvreté, la vie misérable que mènent ces familles d'Ogatumba, victimes des inondations, sont les principales causes des abandons scolaires des filles qui s'enregistrent de plus en plus. Les enseignants de la zone Gatumba regrettent qu'il n'y a plus d'encadrement des enfants dans leur famille. L'éducation des enfants n'est plus une priorité dans ce site de déplacés. La vie dans ce site, la promiscuité des habitants du site, tout cela ne facilite point l'encadrement des enfants. Beaucoup d'élèves abandonnent l'école à cause de la vie difficile, mais la plupart sont des filles. Dans toutes les classes depuis la 9e année du cycle fondamental jusqu'en 5e primaire, la plupart des abandons sont des filles et elles tombent souvent enceintes. La situation est très choquante, plus de dignité suite à son manque d'éducation. Selon toujours ces enseignants de la zone Gatumba, ces jeunes filles qui échouent en classe, à commencer par celles de la 6e année, font des mariages précoces ou alors s'adonner au vagabondage sexuel. Ceux qui échouent depuis la 6e primaire jusqu'en 9e année, elles tombent enceintes et se marient immédiatement. Mais ceux de la 5e et de la 4e primaire, elles ne se marient pas. Elles font du vagabondage sexuel. Ces éducateurs regrettent que même les adultes qui entraînent ces enfants dans le débauche ne sont pas punis. Ici, les pêcheurs, les taxis motards et les taxis vélos sont pointés du doigt. Ceux qui trompent ces élèves sont souvent les pêcheurs, les taxis motards et les taxis vélos, car en les déplaçant, ils leur donnent de l'argent pour satisfaire leurs besoins. Donc, ils profitent de leur vie de misère et comme leurs parents ne peuvent plus subvenir à tous leurs besoins, elles vont chercher l'argent dans la débauche. En plus, je n'ai jamais vu où on a puni ces personnes qui trompent ces jeunes filles et qui les font abandonner leurs études. Nos sources de la zone Gatumba indiquent que beaucoup de ces jeunes filles ont 15 ans et plus. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur communal de l'éducation dans la commune Mutimbuzi, de même que Simeo Butoyi, l'administrateur de la dite commune. Parlons réfugiés à présent, les conséquences de la longue période de chômage des élèves réfugiés du camp d'Onduta en Tanzanie. Le rayon des classes de 9e année et terminale commence à s'observer. Avec cette attente de la passation de l'examen NECTA qui leur permet de poursuivre les études, les filles surtout en souffrent. Certaines se sont retrouvées avec des grossesses non désirées et d'autres contraintes à faire des mariages précoces. Reportage signé Marie-Ange Ilakoze. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie indiquent que c'est surtout les filles qui ont rencontré beaucoup de problèmes avec le retard de l'examen NECTA. Certains ont essayé de faire des petites activités génératrices de revenus. Les autres se sont heurtés à différentes conséquences de son manque d'occupation, comme l'indique son parent. Parmi ces 6 filles, 2 ont eu des grossesses non désirées, 2 autres ont fait des mariages précoces, les autres sont allés à l'extérieur du camp pour chercher du travail chez les Tanzaniens. Certains ont été payés, les autres n'ont pas eu leur salaire et ont jugé bon d'y rester. Leurs parents ne savent pas ce qui est arrivé à leurs enfants. L'autre est allé chercher du bois de chauffage et a été violée. Vraiment, elle rencontre beaucoup de problèmes. Ce qui est pire, selon toujours ses parents, c'est que ceux qui rencontrent ces problèmes n'ont pas où aller demander de l'aide, de peur qu'ils ne soient pas rapatriés de force.
Pour le moment, aucun autre problème n'est soumis ici, si ce n'est une maison ou toilette détruite. Les autres ont peur d'aller parler de leurs problèmes, car si on va à la police pour se plaindre, la police te demande de venir avec toute la famille et ils te prennent le statut des réfugiés et te font rapatrier de force. C'est pourquoi on a peur et qu'on ne dit rien. Les parents et éducateurs du camp d'Onduta demandent au gouvernement tanzanien de sortir de son silence et communiquer sur la période de passation de cet examen attendu depuis plus de 2 mois. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé toujours un pas de réfugiés. Le nombre de personnes touchées par l'épidémie du choléra au camp de Nakivale en Ouganda augmente. En une semaine, 200 cas de choléra sont déjà enregistrés. Hervé Mungere. Les informations provenant du camp de Nakivale indiquent que l'épidémie de choléra se propage à grande échelle dans une période de 7 jours seulement. 200 personnes ont déjà attrapé cette maladie. Dans ce cas de Nakivale, même si les agents communautaires et les administratifs ont augmenté la quantité d'eau potable donnée quotidiennement aux réfugiés, ces derniers continuent d'aller puiser l'eau du lac de Nakivale et ils disent que la quantité distribuée par les administratifs reste insuffisante. On essayait de distribuer l'eau à chaque ménage, mais les réfugiés continuent d'aller puiser l'eau du lac Nakivale. C'est parce que l'eau donnée est insuffisante. Et comment une famille de plus de 10 personnes utilise 3 ou 4 bidons par jour? C'est impossible. Même si l'eau du lac Nakivale n'est pas propre, ils l'utilisent pour laver les habits et la vaisselle. Les villages de Nyarugurugu A, B et C sont les localités touchées par cette épidémie de choléra au cas de réfugiés de Nakivale. Les réfugiés indiquent que cette maladie est causée par le manque d'eau potable, manque d'hygiène, des toilettes publiques débordées et manque de savon. Le cas de réfugiés de Nakivale en Ouganda abrite plus de 41 000 Burundais. Merci à toi Hervé Mungere. Après cette petite transition, c'est le mini magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui nous parle du problème d'importation du carburant consommé au Burundi. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La pénurie du carburant est observée d'une manière périodique depuis de nombreuses années au Burundi. Aujourd'hui, le carburant est servi à compte-gouttes dans différentes localités du pays. Le marché noir, lui, le vend à un prix exorbitant. Certains analystes estiment que l'une des solutions est de laisser passer le carburant importé par la voie maritime. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 13 novembre 2021 vous est présenté par Émile Nivasumba. Le carburant de type essence se vend à un prix allant jusqu'à 6 000 francs le litre sur le marché noir au Burundi. Ceux qui l'achètent au prix officiel de 2 400 francs le litre passent des journées entières devant les stations-service. Certains d'entre eux rentrent parfois bredouilles. Gabriel Rufkiri, président de l'OLUCOM, réclame la disparition de la monopolisation de l'importation du carburant. Il y a d'abord le monopole que nous décrions toujours de l'Interpétrole. L'Interpétrole, au moment de l'embargo, a acheté plusieurs camions. Comme c'est la société qui dicte la loi, tout ce que la société dit au gouvernement, c'est ce que le gouvernement exécute. Voilà pourquoi la voie maritime n'est pas privilégiée. C'est les citoyens qui sont en train de payer ce coût. Il faut que le gouvernement fasse tout pour que les intérêts des citoyens puissent être privilégiés, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Avant, l'OLUCOM faisait partie de la commission qui était chargée de donner des conseils pour avoir une structure qui met en avant les intérêts des citoyens. Ce qu'on a observé à ce moment, c'est que le prix devait diminuer si la voie maritime était privilégiée. Malheureusement, tout ce qu'on avait suggéré, le gouvernement n'a pas voulu prendre compte. Il privilégiait seulement les intérêts des opérateurs économiques sans vraiment se soucier des intérêts des citoyens lambda. Et on a décidé de quitter la commission parce qu'on voyait que le gouvernement voulait nous utiliser pour accréditer les thèses et on ne voudrait pas aller dans cette danse-là. Interpétrole, c'est l'entreprise qui importe la plupart du
carburant utilisé au Burundi. Parmi d'autres entreprises qui importent le carburant figurent Mogas, Yakem Oil Company, YOC en sigle, Burundi Petroleum Products, BUP en sigle, et Delta. Selon Gabriel Rufiri, si le carburant passait par le lac Tanganyika, il y aurait un léger mieux pour la population. Il faut savoir que la structure du prix du carburant qui est négociée entre le ministère du Commerce, le ministère des Finances et le secteur privé essaye de détailler toutes les dépenses, toutes les charges qui se trouvent dans la structure. Le coût de transport est estimé par litre. On montre exactement le coût de transport quand on amène le carburant par voie routière, c'est-à-dire le corridor nord. Et en même temps, on montre le coût du carburant quand c'est la voie maritime et la voie du sud qui est utilisée. Si la voie routière, le corridor nord, sur un litre, il y a 50 francs par litre, c'est-à-dire que pour la voie maritime, pour la même quantité de carburant, c'est-à-dire un litre, c'est 20 francs seulement. Il y a vraiment une nette différence. Le prix du carburant à la pompe intègre tous ces éléments. Il est plus qu'urgent que le gouvernement utilise la voie maritime parce que c'est la seule voie qui va aider le Burundi à diminuer le prix de vente à la pompe d'un litre. Le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Rufiri, s'est entretenu avec nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société du 13 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nivasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nivasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushima Guizé. Bon week-end à tous.